Voilà, bonjour, je suis Romaine Jean, j'aurai le plaisir tout à l'heure d'animer la table ronde cet après-midi et de présenter les deux intervenants, l'un avant midi et l'autre après la pause de midi. Alors maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Vincent Barras, qui est professeur émérite à l'Université de Lausanne et au CHUV. C'est un historien de la santé et médecin. Et il a travaillé notamment sur les questions de la psychiatrie pour les personnes dépendantes. La conférence de Vincent Barras va durer à peu près 50 minutes, après quoi vous aurez l'occasion de poser des questions. Et puis, il y aura la pause de midi. Merci beaucoup. Merci, monsieur Barras. Il faut deux micros, celui pour les interprètes et celui pour le public. Alors, je serai un peu assigné à cette place, moi qui bouge beaucoup, j'espère que ça ira quand même. Bonjour à toutes donc et bonjour à tous. On m'a assigné, à vrai dire, un titre, c'est Thomas Urbain qui très gentiment, avec une main de fer dans un gant de fer, m'a dit, voilà le titre, l'addiction. Je n'ai pas tout à fait retenu, donc je me rapproche. Une problématique socio-sanitaire comme une autre, point d'interrogation, vraiment. Point d'exclamation. Et en préparant cette conférence, le doute m'est venu si il ne fallait peut-être pas renverser la question. Je n'ai pas choisi entre les deux titres, mais je vous remercie pour ce titre, Thomas Urbain, parce que ça m'a été très utile pour stimuler ma pensée. L'addiction est une problématique socio-sanitaire comme une autre. Vraiment ? That is the question, et c'est ce qui va, au fond, guider mon propos le long de cette conférence, de cette petite conférence d'environ 50 minutes. Alors, c'est une journée qui est tournée vers l'avant, mais qui, pour cela, comme on l'a dit tout à l'heure, essaie de se fonder sur ce qui était vers l'arrière. Donc, je vais regarder vers l'arrière aussi. Mais je vais quand même commencer par regarder vers l'avant, plutôt me pencher dans la presse quotidienne et dans les éléments tout récents. J'ai pris l'interview toute récente sur la RTS de Madame Séverin, nouvelle directrice de Addiction Suisse, et qui évidemment réfléchit à l'avant. Qu'est-ce qui est au programme d'Addiction Suisse? J'ai été frappé par le terme prévention, terme qui revient tout le long. La jeunesse est la préoccupation principale et la prévention pour la jeunesse, en particulier avec les débats politiques sur l'interdiction ou non de la publicité pour le tabac et en fonction de la jeunesse et l'accès de la jeunesse au tabac, voire à l'alcool. Débats éminemment politiques dont certains sont discutés de façon très précise au Parlement. Et aussi la liste des produits qu'elle évoquait qui se faisaient le souci au fond d'Addiction Suisse, et j'imagine d'Addiction Valais aussi, à savoir les produits licites ou illicites, le tabac, l'alcool, l'écran, les réseaux sociaux, le sucre. Des produits plutôt licites, mais la question se posait dans les termes, dans la bouche de Madame Séverin, de savoir dans quelle mesure certains de ces produits pouvaient passer vers la barrière de l'illicite, l'alcool peut-être, ou le tabac, chez les jeunes ou pas chez les jeunes. Enfin voilà, ces questions-là étaient posées, et elle étalait ça comme le programme vers l'avant d'Addiction Suisse, de cette organisation très importante et cruciale en Suisse pour la lutte contre toutes les addictions. Deuxième perspective tournée vers l'avant, celle émise par le professeur de l'Université de Genève dans un quotidien suisse roman qui s'appelle Le Courrier, il y a 2 jours, Antoine Flao, peut-être certaines ou certains d'entre vous l'avez lu, où, entre autres problèmes de santé publique, il évoquait en particulier tout ce qui, pour lui, était à l'agenda, si on veut,
d'un professeur, d'un chercheur en santé publique, en particulier les questions liées aux addictions, dépendances, toxicomanie. Et en particulier, lui qui défend, comme vous le savez peut-être, des points de vue un peu singuliers par rapport à la doxa habituelle, la question de savoir s'il s'agissait ou non de déprivatiser l'alcool, grosse question pour lui, sur le modèle de certains pays, et qui n'est pas le cas en Suisse. Et pour lui, c'était une mesure qu'il faudrait prendre, justement, une mesure de lutte contre ce fléau des addictions. Également, la libéralisation des substances psychoactives, également à l'ordre du jour, pour lui, et de façon plus globale, la gestion des risques. Est-ce qu'il faut accepter un risque minimal, par exemple, promouvoir, lorsqu'on fait de la santé publique, l'usage de la cigarette électronique, sachant qu'elle représente un risque, certes, mais un risque moindre que l'usage de la cigarette avec tabac, la bonne vieille cigarette classique. Et lui, il n'est pas d'accord ni même avec certaines prescriptions de l'OMS pour cela, préconise plutôt l'usage d'une gestion du risque au fond, pilotée ou en tout cas réfléchie, voire proposée dans l'espace public par ces soins, les soins des personnes qui pensent la santé publique. Voilà donc des perspectives d'avenir qui m'aident, moi, historien de la santé, à revenir vers le passé et à essayer de l'interroger en fonction des problématiques contemporaines. Et essayer de voir si dans ces problématiques contemporaines, lesquelles sont présentes, à quel moment, et pourquoi, et dans quel contexte. C'est dit en d'autres termes, ce qu'a dit Marie-France Vouillot tout à l'heure aussi, l'utilité éventuelle d'une réflexion historique sur le contemporain. Santé publique, voilà un terme crucial, qui est présent dans la bouche de l'un et de l'autre, Madame Séverin, Monsieur Flao. On va donc essayer de réfléchir sur ce que signifie santé publique, ce concept de santé publique. Quand, pourquoi n'est-il? Pourquoi qu'est-ce une santé qui est quelque chose de tout à fait individuel? Ma propre santé, mon propre corps, c'est à moi, personne d'autre ne le touche, c'est en tout cas ce qu'on souhaiterait à tout le monde. Et pourtant, santé publique, je touche le corps de l'autre si j'émets des mesures de santé publique, c'est quelque chose qui déprivatise, au fond, déprivatise le corps. L'autre terme, c'est le produit lui-même. Quel produit? L'écran, l'alcool, le réseau social, le sucre, le cannabis, etc. Qu'est-ce que c'est que ces produits qui sont pris dans le spectre des spécialistes de l'addiction et que les spécialistes de l'addiction regardent avec beaucoup d'attention? Mon hypothèse est que ces produits n'existent pas dans la nature comme tels et qui sont des constructions sociales. Pour être tout à fait cash d'emblée, il n'y a pas l'alcool. L'alcool, ça n'existe pas. Ça existe sous une forme particulière qui est un mélange d'une molécule particulière, CH2COH, si je me souviens bien, et de tout le reste, c'est-à-dire qui va jusqu'à la société tout entière et son histoire. Donc on ne peut pas parler d'un produit qui est addictogène en tant que tel, ou en tout cas il faut essayer de faire l'histoire de ce produit et le considérer non pas seulement comme une substance naturelle qui n'aurait donc pas d'histoire, qui existerait de tout temps, mais quelque chose qui existe uniquement parce que tissé dans un réseau, un faisceau de relations sociales. Le troisième aspect qui va faire un des 4 fils rouges de cet exposé, c'est la question de l'intervention d'une instance publique, l'État, on va dire. Qu'est-ce que c'est que cet État qui vient se mêler de savoir ce qu'il est légal de consommer ou illégal de consommer? Pourquoi est-il légal de consommer du sucre, par exemple? Il y en avait largement offert dans différentes substances tout à l'heure, mais je n'ai pas vu d'héroïne, par exemple, offerte, qui est, elle, du côté des substances illégales. Est-ce qu'il en est? Pourquoi? De quoi se mêle l'État, ou cette instance-là, ou les instances du type État, pour définir ce qui est légal ou illégal? C'est évidemment quelque chose qui est crucial pour essayer de comprendre comment est venue à nos sociétés, à nos consciences sociales, cette idée de l'addiction, de la toxicomanie. Et le quatrième aspect, quatrième fil rouge, ces 4 fils
rouges se croisent. Marie-France l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire complexe, il y a des complexités, il y a des croisements. Le quatrième facteur, c'est la question du risque. Qu'est-ce qu'on admet comme risque? Qu'est-ce qui, au fond, est perçu comme un risque? Conduire à 1 pour 1000 d'alcool dans certaines régions de Suisse en 1950 n'était pas considéré comme un risque, ou en tout cas un risque acceptable, donc pas un risque, au fond. Et à partir du moment où un conseiller d'État radical du Bas-Valais, tu aurais dû le préciser, Marie-France, décide que c'est à 0,8, c'est-à-dire qu'il y a déjà une marge, le risque a changé, et que l'entièreté du produit lui-même et de ce que ça nous fait est conçue différemment en fonction du seuil auquel on met la barre. Et aujourd'hui, ce qui frappe dans le langage courant, pour toutes sortes de raisons, pas seulement dans le domaine des addictions, c'est la question du risque zéro, et aussi qui va avec la tolérance zéro. Voilà, si vous voulez, les pensées qui m'ont un peu agité en lisant ces entretiens, ces interviews récentes de personnalités du domaine de la santé publique et de l'addiction, et qui m'ont agité moi comme historien. Je vais essayer de parcourir un peu quelques-uns de ces aspects avec quelques exemples en images. Alors, je dirais que tout commence au XIXe siècle. Pour moi, historien, dans la perspective que je vous présente, quelque chose commence au XIXe siècle. Une date symbolique, on ne voit pas très bien la date, c'est 1852. C'est une image dont ma main tremblait un peu, peut-être, lorsque je l'ai prise. C'est le manifeste de l'alcoolisme. Si vous voulez, c'est un médecin suédois, peu importe son nom, Magnus Huss, qui, en 1852, écrit cette première thèse qui porte le nom d'alcoolisme. Le mot même d'alcoolisme arrive ici avec cette thèse écrite en allemand, même si c'est un Suédois qui l'a écrit. Vous envoyez le titre « Maladie d'alcool chronique » ou « alcoolisme chronique ». Alors je garde cette date, pas besoin d'en faire tout un tas sur lui, sur lequel beaucoup de choses ont été écrites. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Magnus Huss écrit en 1852 ce livre? Rien n'arrive jamais par hasard, ça c'est la conviction profonde des historiennes et des historiens. Il faut donc recourir à cette notion de contexte. Quel est le contexte du XIXe siècle dans lequel un livre comme ça, et tout ce que ça entraîne aussi, arrive? Le contexte, c'est ce qu'on va dire la modernité occidentale. Vous voyez, j'utilise des termes vraiment très, très généraux. Mais qu'est-ce que c'est que la modernité occidentale entre la Suède et l'Italie, et donc aussi la Suisse, et disons dans l'Europe, et les pays que l'Europe est en train de coloniser sauvagement à l'époque aussi, mais essentiellement en Europe, ces questions sont agitées. C'est l'industrialisation, c'est la prolétarisation et c'est le capitalisme. Vraiment leçon d'histoire générale de base. Qu'est-ce que ça signifie? Que les sociétés occidentales dites avancées sont en train de subir sur le plan économique, politique et social de profonds remaniements. Alors ça ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en 1850, et disons, c'est tout le long du XIXe siècle, et des historiens se chamaillent un peu pour savoir si ça a commencé en Angleterre un siècle plus tôt ou un peu plus tard dans des régions retardées, je n'aimerais pas lesquelles, mais en gros, XIXe siècle, prolétarisation, industrialisation, capitalisme. Alors on va focaliser, pas faire un cours d'histoire générale sur le XIXe siècle, mais sur un produit particulier qui est l'alcool, cette molécule CH2COH. Comment est-ce qu'il est produit, en gros, jusqu'au début du XIXe siècle? Où est-il produit? Essentiellement dans des régions vinicoles ou des régions qui produisent des arbres fruitiers. Mais dans le contexte général de l'industrialisation et de l'avènement de nouvelles techniques de production beaucoup plus massives, c'est l'essor des substances, des boissons distillées, qui va susciter la naissance d'une industrie particulière dans certains pays, pas encore le Valais, et là où Yamine viendra plus tard en Valais, mais disons dans les régions, notamment en Suède, qui fait que ces substances, au fond, vont produire l'apparition en masse de ce type de substances. Les boissons distillées vont faire pencher la balance plutôt que les boissons simplement fermentées, la bière ou le vin, vont sont produites dans un contexte qui est celui qui permet un alcool à portée de tous,
compris les prolétaires, la nouvelle classe sociale, et un type d'ivresse particulier, qui est l'ivresse foudroyante. Donc l'apparition de cette idée, cette notion même de l'ivresse foudroyante. Alors ça évoque des choses plus récentes. Les alcoologues que je connais des débuts des années 2000 et jusqu'à nos jours ont été et continuent de l'être très préoccupés par la question du binge drinking, que vous avez sans doute, connaissez sans doute beaucoup mieux que moi. J'ai l'air de faire une confession personnelle, mais là je parle en historien simplement. Ce mode de consommation est en fait issu d'une transformation industrielle, sociale et économique spécifique au XIXe siècle, qui change l'état des choses. Ça ne veut pas dire que l'alcoolisme apparaît à ce moment-là comme ça, mais il y a quelque chose qui change et qui arrive à la conscience sociale générale, à savoir un alcool à portée de tous qui produit une ivresse très très fréquente. C'est pas qu'elle n'ait pas existé avant, mais c'est que tout à coup ça devient un phénomène de masse. Et puis il y a aussi dans ce grand contexte l'émergence de l'État-nation qui voit dans cette substance-là évidemment une source de profit non négligeable. Hein. Les projets artistiques ici ont été financés par la dîme de l'alcool, et la dîme de l'alcool, c'est ça. Enfin, c'est qu'est-ce que l'État peut percevoir de ce mode de consommation. Donc il y a beaucoup d'acteurs, si vous voulez, là-dedans, des industriels, des techniciens, des consommateurs, des prolétaires, des industriels, et aussi des percepteurs, au fond, de taxes qui viennent percevoir la dîme de l'alcool. Et tout cela fait l'apparition de l'alcoolisme moderne. Vous voyez que ce produit, cette molécule, c'est très complexe une fois qu'elle est dépliée comme ceci, et ça produit notamment ce type d'ouvrage. Je vais revenir un peu plus loin sur cet ouvrage, mais c'est pour vous expliquer un petit peu cela. Et tout ça, c'est aussi la démocratie. Hein, les historiens spécialistes de l'histoire du vin et de la boisson, on doit dire, droit de boire, droit de vote. On acquiert le droit de boire comme prolétaires exploités dans les banlieues très peu hygiéniques des villes suisses aussi, voire même valaisannes, un peu plus tard, au début du XXe siècle, et partout ailleurs en Europe. Et on acquiert le droit de vote, les hommes, les femmes, ça viendra plus tard, et le droit de boire. Et peut-être la question de la consommation de l'alcool avec les différentiels genrés qu'on observe encore aujourd'hui n'est peut-être pas sans lien non plus avec cette différence, qui n'est pas rien à voir avec un comportement individuel genré, mais quelque chose qui est une superstructure sociale. Tout cela, voilà, si vous voulez, l'exemple que je tire, c'est avec l'alcool, c'est cette capacité, au fond, d'une substance à la fois de représenter toute une histoire, c'est un fait social total, comme on dit en histoire, représenter toute une histoire, tout un moment historique particulier, et aussi de pouvoir le modifier, le changer. Donc, cet ouvrage, il est signe du début d'une nouvelle ère de l'alcool. Et qu'on voit dans les chiffres, les historiens et historiennes se sont aussi penchés sur les modes de consommation et les quantités consommées. Alors, on a pu étudier ça assez précisément pour certaines régions de Suisse ou d'Europe. Je n'ai pas les données pour le Valais pour ces années-là, mais par exemple, en Suisse, de façon globale, en 1880, la consommation d'alcool par personne, c'est de 128 litres en 1880 par année, par personne, dont 12% de boissons distillées. Le reste, on suppose que c'est de la bière ou du vin. Alors, ça n'indique pas non plus la quantité d'alcool, mais c'est les boissons alcoolisées. En 1900, tout ça, c'est grâce à la dîme de l'alcool, où on sait qu'il y a des chiffres précis pour savoir qui a consommé combien, enfin combien de litres de bière, de vin, etc. ont été vendus. En 1900, on est passé de 128 à 230, on a presque doublé. Et en 1920, à 265. Alors c'est difficile de faire les comparaisons avec les chiffres d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des chiffres beaucoup plus précis sur les quantités d'alcool, mais on peut supposer, si on fait une sorte de pondération, je ne sais pas si c'est des 165 litres, quel pourcentage, ça fait combien d'alcool, de grammes d'alcool spécifiquement, parce que je n'ai pas les données pour ça, mais on peut quand même essayer de faire des recoupements, et on pense que c'est 2 à 3 fois plus à l'époque que ce qu'on consomme aujourd'hui en termes de quantité d'alcool. Donc ça veut dire qu'entre 1820 et 1880 et 1920, pour cette période-là documentée, on consomme une quantité phénoménale d'alcool en Suisse à ce moment-là.
Voilà donc porter dans les mœurs et dans les corps des gens quelque chose qui est de l'ordre d'un changement social, culturel, politique et économique beaucoup plus large, et qu'on peut appeler un tournant dans l'histoire de la dépendance ou de l'addiction. Ce tournant, c'est aussi celui que la société, contre lequel ou avec lequel la société va devoir composer, et la façon dont elle va devoir composer, là encore, je rejoins ce qu'a dit Marie-France Vouillot tout à l'heure dans un de ses diapositives, ça implique un acteur particulier de l'État-nation, qui est la médecine. La médecine entendue comme institution très vague. D'où la présence, pour le meilleur ou pour le pire, de plein de médecins dans les listes que vous avez vues en Valais, mais c'est la même chose ailleurs. La médecine, alors ils sont hommes, puisque les médecins sont surtout hommes aussi, il y a une perspective genre évidente là-dessus, mais la médecine est, en quelque sorte, je la vois comme ça, de façon à distance, comme l'organe, même si aujourd'hui je sais que je parle devant un public qui a peut-être eu des anticorps contre la médecine, à juste titre aussi, et une histoire de la réaction contre cette médicalisation, mais dans le régime de laquelle nous nous trouvons encore. Nous sommes encore, je pense, comme historien, dans le régime où la médecine, entendue au sens très large, comme philosophie du corps et de l'intervention sur les corps et les âmes, est le moyen à la fois de comprendre, de théoriser, d'assigner des causes, mais aussi de pouvoir procurer des solutions à cette question de l'alcoolisme. Et c'est ce qu'on peut célébrer, entre guillemets, pour le meilleur ou pour le pire, encore une fois, avec cet ouvrage de Magnus Fuchs. Est-ce que vous voyez un peu le cycle du raisonnement? Alors je vais parler un peu plus spécifiquement de la médecine maintenant. Et qu'est-ce que c'est que la médecine? Pourquoi la médecine? Parce que la médecine, c'est l'allié de l'État. Dans une société qui s'industrialise, qui se prolétarise, la médecine, qui est en train de découvrir, ou d'inventer, je dirais plutôt, les microbes, d'inventer les agents pathogènes contre lesquels on peut lutter, d'inventer des systèmes d'organisation globale, qui est en train d'inventer en gros la santé publique. Voilà pourquoi je parlais de santé publique tout à l'heure. Eh bien, la médecine émerge à ce moment-là. Cette médecine-là, la médecine moderne, celle sur laquelle nous sommes encore aujourd'hui assis, émerge à ce moment-là. Et l'image que je vous présente ici, c'est l'image assez classique pour ceux qui ont fait de l'histoire de la médecine, c'est l'image de la découverte par John Snow, un épidémiologiste anglais au milieu du XIXe siècle. Elle est ressortie très souvent au moment du Covid, puisque c'était des images. Ça a été l'heure de gloire des historiens de la médecine, le Covid. Belle époque, hélas, terminée pour moi. Bon, mais eh bien, j'ai souvent commenté ça, ou mes collègues aussi, puisque ça indique la façon, dans un quartier de Londres, de bien... Le médecin fait son enquête, John Snow, et regarde les endroits où les gens ont le choléra. Et il s'aperçoit que les gens qui ont le choléra sont localisés dans des maisons particulières, qui sont marquées en noir ici, je ne vais pas entrer dans le détail, et ces maisons sont proches de sources d'eau vers lesquelles vont puiser ces gens. Et des maisons à côté, les gens n'ont pas le choléra. Pourquoi? Eh bien, il fait le lien entre l'approvisionnement en eau de telle maison par rapport à telle autre, et il découvre que les maisons qui sont approvisionnées en eau porteuse du choléra, il ne sait pas encore que c'est un germe, une bactérie, elles sont reliées à un centre de prise d'eau dans la Tamise, dans lequel il y a des immondices et il y a une source de contamination. Donc c'est un exemple classique. Aujourd'hui, ça nous paraît limpide et merveilleux. C'est vraiment un exemple Sherlock Holmesque, c'est le cas de le dire, de trouver l'endroit, la cause. Voilà, ça symbolise ce que c'est que la santé publique. On intervient sur les corps, mais pas seulement sur les corps, sur les rues, sur les eaux, sur l'environnement, pour aller sur la santé des gens. Qu'est-ce qu'on fait aussi à ce moment-là? Eh bien, ça c'est la route du choléra. On fait des cartes et on s'aperçoit que la santé c'est quelque chose de global. Donc la pandémie, il y a 2 ans, c'est très vieux pour un historien de la médecine. Ça remonte au moins à cette époque-là, voire même probablement avant. Ça c'est le 19e siècle, c'est les cartes d'arrivée du choléra depuis l'Asie vers l'Europe. Hein, ça vous rappelle un tropisme qu'on a aussi connu il y a 3 ans ou 4. Les épidémies viennent souvent, pas toujours, mais très souvent, d'Asie. Le choléra, en tout cas, de l'Inde, voire de la Chine de l'époque. Et c'est les routes que suivent en particulier les pèlerins musulmans qui vont à la Mecque. Et donc, tout ça est intéressant pour l'histoire en général, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on
met en place, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Dans tout ça, on veut sauvegarder le commerce. Et donc, on met des points de contrôle aux endroits pour vérifier qui est atteint du choléra pour que cette personne-là soit retenue et n'aille pas plus loin le long de la route. La police sanitaire, si vous voulez, est en place dès le milieu du 19e siècle. C'est pourquoi je montre cette image. Vous avez juste à vous représenter, elle est un peu pâle, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Et ces traces en noir, c'est des traits qui mènent de l'Asie vers l'Europe, vers la civilisation en quelque sorte, en train de se développer. Donc ça signifie la mise en place de systèmes qu'on va appeler les Nations Unies, qu'on va appeler l'OMS plus tard, qu'on va appeler la Société des Nations, enfin toutes sortes d'organismes de contrôle de l'état de santé des populations. Troisième image qui illustre un peu cela. Alors aujourd'hui, vous avez été rendu familier à ces scènes, mais sous une autre forme de vaccination, puisque on a tous passé par là, j'espère en tout cas, il y a quelques années, et dans notre enfance aussi, ce système de contrôle de la population, de prévention. Là, on est dans l'ordre de la prévention. Donc, pour bien comprendre pourquoi on fait de la prévention aujourd'hui pour, par exemple, une addiction au jeu, au fond, moi, je fais remonter ça à la prévention, qui signifie prendre soin des corps de façon, en l'occurrence, assez contraignante. On oblige la population à se faire vacciner. Alors, ça rappelle aussi un petit élément presque anecdotique d'histoire. La vaccination, ça vient de la vache, vacca en latin. On prend de la vache du pus infecté qu'on injecte dans l'épaule. Vous voyez ça au milieu de l'image, peut-être, de cette dame. Je crois que j'ai un... Vous voyez ici, cette dame est en train de se faire injecter un produit qui provient de la vache ici, que prélève ce monsieur et que cet autre lui transmet. Voilà la vaccination. C'est ce qu'on vous a fait il y a 3 ou 4 ans, à 2 reprises, 3 reprises, pour certains. Ça a été produit à Liège, je vous signale, et il n'y avait pas de vache. Là, c'était des méthodes plus modernes, mais c'est le même principe d'inoculation. Plus proche du micro. Voilà donc vaccination, santé publique, mise en place de systèmes d'État pour tenter d'organiser ce qu'on appelle la prévention. Et tout ça, ça veut dire passer par le peuple. Il faut que, pour que ça prévienne bien, pour qu'on fasse une bonne politique, et ce que j'ai entendu ce matin, c'est le souhait des autorités, mais aussi des responsables des addictions Valais de faire une bonne politique, ça veut dire qu'on ne peut pas la faire, on a l'impression de faire un immense progrès par rapport à ces premiers temps un peu balbutiants, où on prenait les gens de force pour leur imposer des mesures. Il faut l'accord des gens. Il faut inculquer la bonne parole. Il y a quelque chose du message chrétien qui est dans la démarche chrétienne, qui est, à mon avis, fondamental pour comprendre aussi ce que ça veut dire la prévention. Et il est intéressant de voir que dans les pays à culture non chrétienne, comme au Japon, les choses se passent de façon très différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de prévention, mais on l'a fait de façon différente. Et ici, on l'a fait, par exemple, cette affiche au début du XXe siècle, on l'a fait en organisant des expositions d'hygiène. Sachez, bonnes gens, bonnes femmes, bons hommes, sachez de quoi est fait votre corps et vous saurez tout sur toutes sortes de maladies, la tuberculose en particulier. Je reviendrai aussi sur la tuberculose. Voilà une affiche qui vous dit, du côté du peuple, c'est aussi quelque chose, l'action qu'on essaye de mener dès le 19e siècle et aujourd'hui plus encore, c'est éduquer le peuple. Lorsque Antoine Flahault dit il vaut mieux, plutôt que d'interdire, prévenir et instruire les gens sur les risques qu'ils courent, et au moins ils seront en pleine conscience. Il vient directement de là, ce brave professeur Flahault. Et tout ça, ça veut dire aussi, évidemment, la question de la morale ou du social. Alors je vais peut-être vous heurter en faisant un synonyme entre social et moral, mais je dirais ce qu'on appelle socio-sanitaire aujourd'hui, c'est le résultat d'une alliance, mais qui est originelle, qui est consubstantielle à la médecine et à l'action morale et politique sur le peuple. Vous voyez, ici, alors en Suisse, on est servi, en tout cas du point de vue historique, puisqu'on a un grand nom de la lutte anti-alcoolique, qui précède les Valaisans, qui est un Vaudois, mais qui a œuvré à Zurich. C'est Auguste Forel, que les plus chanceux d'entre vous ont vu, puisqu'il était sur les billets de 1000 d'il y a 2 générations de billets, je crois, à peu près. À la fin du XXe siècle, on voyait Auguste Forel, qui s'est beaucoup occupé des fourmis, ces êtres sociaux merveilleux qui font tout en société, et qui s'est un peu cassé les dents sur les humains qui, en société, ont beaucoup de peine. Et en particulier, ils ont beaucoup de peine à cause de l'alcool, justement. Alors, il a
il a fait cet ouvrage qui est une bible, je dirais, de l'action anti-alcoolique et pour moi de l'action anti-addiction, même s'il a 100 ans et que si vous l'ouvrez aujourd'hui, il vous horrifierait par ses propos qui vous sembleraient complètement sexistes. Enfin, il a tous les défauts du monde, si vous voulez, mais enfin, il est quand même là, en train de dire il faut changer la société. Et l'alcool, c'est justement pas une question individuelle, c'est une question sociale. Je rappelle que Auguste Forel était un gauchiste, qui n'aurait probablement pas été très apprécié dans le Valais de Marie-France Vouillot, mais c'était quelqu'un de gauche en Suisse, c'est pas toujours bien vu, mais une sorte d'autorité mondiale. Et en Suisse, il a été un de ces personnages qui incarne magnifiquement cette idée de l'alcool en particulier, et plus généralement de l'action de la médecine contre les méfaits sociaux. L'alcool est une question sociale. Alors il se dépense beaucoup dans les débuts des années du XXe siècle, de 1900 à 1920 ou 30, lorsqu'il est devenu quelqu'un de très connu. Entre parenthèses, il s'occupe aussi beaucoup d'éducation sexuelle, considéré comme un des premiers sexologues aussi, et des conférences, là, des conférences publiques et gratuites, j'insiste sur le « et gratuites », vous voyez que en lisant bien les documents, on a une idée de ce qui se passe socialement. Eh bien, voilà ce que fait Auguste Forel, des conférences publiques pour éduquer les gens. Les campagnes d'affiches contemporaines, d'addiction suisse, de lutte contre le sida, sont les petits-fils, petites-filles ou arrière-petites-filles d'Auguste Forel. Voilà donc le terme lâché, celui de médicalisation. Je vais le lâcher, c'est celui de médicalisation. J'entends par là non seulement, pas seulement ou pas que la prise de pouvoir de ce genre-là par les médecins, mais l'influence de la pensée médicale, de la philosophie médicale, elle-même influencée par l'action politique, sur des problèmes de société et qui sont généralement réduits, ou en tout cas orientés, effectivement. Ceux qui prennent le pouvoir dans des cas pareils, c'est très souvent les médecins. Et en observant la liste qu'a dressée Marie-France Vouillot tout à l'heure, on voit cette médicalisation, surtout des médecins, et vers les années 2015-2020, peut-être un peu moins de médecins à la tête de ces institutions. Ça n'a rien de choquant si on réfléchit à d'où l'on vient, si vous voulez. Pourquoi ? Au fond, on a tous, vous avez toutes et tous, de la médecine dans votre tête et dans vos gènes, si j'ose dire, dans votre ADN, comme on dit aujourd'hui, de personnes œuvrant dans le médico-social, puisque nous venons, ce que nous savons, nos pratiques sont issues de ce type de réflexion. Voilà ce que ça donne. C'est assez terrifiant, là, une médicalisation poussée à son terme. C'est une affiche magnifique du début du XXe siècle. Elle est reproduite à des millions d'exemplaires. On la voit vraiment partout. Elle est éditée en France, à Épinal, ce qui n'est pas rien. Les images d'Épinal, vous connaissez. C'est une image d'Épinal. Avant l'alcoolisme, alors, je crois qu'elle parle d'elle-même. Mais on pourrait passer, et ça m'est arrivé de passer des heures avec mes étudiants à la décortiquer, parce que tout est là-dedans, si vous voulez, mais l'alcool, voilà l'ennemi. Alors vous avez les bonnes boissons, là aussi vous avez ce clivage, le bon et le mauvais. Aujourd'hui, par exemple, le régime politique français actuel, que je ne critique pas en tant que tel, mais enfin j'observe ce qu'il dit, il est encore dans cette logique-là où il y a des bonnes boissons naturelles. Ça évoque certains épisodes politiques du Valais d'il n'y a pas si longtemps aussi, où le vin est classé du bon côté. Il y a toute une tradition en médecine qui considère le vin comme un tonique, et y compris dans des études épidémiologiques assez récentes. Aujourd'hui, à nouveau démenti, eh bien, le vin, un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Alors, c'est ce que je croyais il y a 15 ans encore, ça me réjouissait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y aura encore des fluctuations là-dedans. On hérite aussi de cette espèce d'ambivalence entre ce qui est bon et pas bon pour la santé. Et dans un tableau comme ceci, les choses sont très claires. Il y a les bonnes boissons et les mauvaises boissons. Betterave, pommes de terre, l'alcool distillé. Hein. Vous voyez ce que j'ai dit au début de cet exposé, ce clivage entre le bon et le mauvais. Alors, les alcoologues présents dans la salle seront absolument pas d'accord avec tout ce qui est écrit là-dessus, mais n'empêche que ça donne vraiment à réfléchir sur les processus qui transforment justement une substance en un bon ou un mauvais produit. Ça a à voir avec cette réflexion sur la construction sociale du produit dont je vous parlais tout à l'heure. Alors évidemment, comme à l'époque on aime bien montrer
voici des organes sains et voici des organes d'alcooliques. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Aujourd'hui, on ne montre pas la langue saine ou la gorge saine sur les paquets de fumée, on montre que là en dessous, hein, on montre que la cirrhose hépatique, la dégénérescence graisseuse, la méningite, etc. Mais vous voyez que la force de frappe utilisée dans les moyens de prévention, notamment pour le tabac, avec des études très précises sur le fait de savoir si, lorsqu'on montre qu'est-ce qui est l'image qui est la plus repoussante et laquelle il faut mettre en avant, et les débats sans fin au Parlement, pas seulement helvétique, sur faut-il ou non mettre ces images, en gros, en petit, quelle est la grandeur du caractère, où on met l'alcool tue ou la fumée tue. Vous voyez que c'est des réflexions qui sont la transposition contemporaine d'une réflexion d'époque sur comment un produit se montre-t-il, ses effets, ses risques, sa construction dans l'espace public. Voilà ce que font ces affiches aussi. Donc vous voyez que la révolution des paquets de cigarettes, c'est pas une révolution, c'est une très vieille histoire elle aussi, en tout cas elle a plus de 150 ans. Et je passe effet de l'alcool industriel sur le cobaye. Vous voyez que le vin de raisin, le cobaye va très bien, enfin on le voit pas bien, mais lorsqu'il prend de la pomme ou de la betterave, vous voyez comment il finit, hein, il finit comme ça. Tout ça, évidemment, ça on a encore ces images très frappantes. Et là, c'est le social qui est là. Hein. Alors, voilà la question socio-sanitaire. Ce qui hante l'époque, aujourd'hui c'est moins le cas, c'est l'hérédité alcoolique. Est-ce qu'on transmet son alcoolisme à son enfant? On la transmet sans doute d'une autre façon. En tout cas, il y a des théories sur l'idée de l'influence des parents sur les enfants. Un couple ou un parent alcoolique, quel effet a-t-il sur sa progéniture? À l'époque, c'est-à-dire il y a 100 ans, on a l'impression que ça se transmet de façon directe dans quelque chose, on ne connaît pas encore la structure génétique fine, mais quelque chose qui entre dans le corps. Et donc les enfants d'alcooliques, il suffit de relire tous les romans de Zola pour vous souvenir de ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'on transmet? Donc l'idée non seulement de l'individu, le risque c'est pas seulement l'individu, mais c'est toute la société. Et c'est la descendance aussi. Donc voilà ce que montre cette image. Là aussi, on pourrait la commenter largement. Il suffit juste de lire avec vous perte de la dignité, perte de la volonté, perte des bons sentiments, perte de la raison. Donc là, le régime est effectivement très moral, influencé clairement, en l'occurrence, dans cette image particulière par le poids de l'Église catholique française de l'époque. Alors ce qu'il y a aussi, c'est le lien, et là aussi ça nous évoque plein de choses qui se passent aujourd'hui. C'est quoi le risque au fond? Il y a l'alcool, mais il y a l'alcool et le reste. Pensez aujourd'hui aux addictions diverses. C'est pas juste pour l'enfant le fait de passer 6 heures devant un écran, c'est ce que ça implique en termes de perte de mémoire, de développement de maladies nerveuses, d'épilepsie ou d'autres qu'on craint. Vous voyez donc là, le raisonnement, c'est pas seulement l'alcool, la substance elle-même qui est le problème, c'est ce à quoi elle s'associe. La hantise de l'époque, le Valais est un très bel exemple, que, avec Marie-France on connaît bien, de la tuberculose qui a été une vaste préoccupation. D'ailleurs, un certain nombre des médecins cités comme premier président de la Ligue valaisanne contre la tuberculose étaient des spécialistes de l'alcoolisme, étaient des spécialistes de la tuberculose, dont un certain Gabriel Barras d'ailleurs, en passant. Et là, la tuberculose, c'est l'alcool, l'alcool c'est la tuberculose. L'alcool amène la tuberculose comme la tuberculose amène l'alcool. Est-ce que la kétamine aujourd'hui amène la démence rapide? Est-ce que la démence suscite la kétamine, l'usage de la kétamine? Les liens, si vous voulez, c'est ce que j'appelle aussi la médicalisation, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de voir les risques et les risques extrêmes comme une destruction non seulement liée à une substance, mais à l'ensemble, à l'envahissement par l'ensemble du spectre des maladies. Et ces images-là sont tout à fait spectaculaires, plus d'une angoisse sociale, à vrai dire, que d'une réalité effective. Et c'est d'ailleurs la même impression qui se dégage des tableaux contemporains lorsque certains prophètes décrivent les ravages actuels dans les rues de Genève des nouvelles substances, autour de Kenov par exemple, et des consommations. Et qu'effectivement, si vous passez devant, vous avez des tableaux tout à fait saisissants qui ressemblent à des tableaux qu'on avait vus à l'époque des associations type tuberculose et alcoolisme. Et donc, comme résumé
c'est, au fond, la solution simple, je dirais, celle qui a été retenue jusque dans les années 50 ou 60. Je pense d'ailleurs que l'émergence des ligues anti-quelque chose, c'est l'émergence d'une conscience qui complexifie un peu cette simplification extrême qu'on a vécue en Europe et dans les pays occidentaux sur « c'est une maladie, point ». Drunkenness is a disease and can be cured. Parce qu'évidemment, si vous dites maladie, ça veut dire que vous allez la guérir, même si elle est chronique. Hein. C'est donc la médicalisation que je décrivais au début, c'est aussi comment, c'est-à-dire qu'on peut guérir. C'est l'espoir que dans le modèle, si vous voulez, où c'est le modèle, au fond, c'est le modèle de la maladie infectieuse. Vous attrapez l'alcoolisme, quand vous attrapez la tuberculose, j'enlève le bacille de corps, j'enlève l'alcoolisme, où qu'il se trouve, et je peux le guérir. C'est le fantasme, l'espoir, le modèle, contre lequel, mais en tant que contre lequel, c'est aussi un modèle qui inspire, au fond, les réponses, je dirais, plus récentes de l'histoire de la prévention, à savoir celle de l'existence de personnes comme vous qui êtes des personnes du travail socio-médical. L'introduction du socio, en tout cas dans le terme, c'est une réaction à cette hypermédicalisation, ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas du social déjà bien dès le départ, il y a à peu près 200 ans, au moment où commence mon histoire. Alors je vais aller un peu rapidement, j'arrive bientôt à la fin de mon exposé, pour vous montrer que, au fond, ce modèle-là, et je rejoins tout à fait aussi ce qu'a dit tout à l'heure Marie-France Gouillot, savoir que, comme en Valais, l'alcool, c'est la base de tout, je veux dire, dans le domaine de la prévention, eh bien, de façon plus globale, on peut dire que c'est ce modèle-là qui a imprégné la prise de conscience occidentale de la question des addictions à partir du XIXe siècle. Là, vous avez un dessin de G. Augsburg, qui est un dessinateur vaudois du début du XXe siècle, et qui croque les scènes de café. L'histoire de l'art est intéressante toujours, et si on s'intéresse aussi à des questions sociales, parce qu'elle reflète quelque chose de l'ordre de la convivialité du bistrot. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître au moment où un autre problème, quelque chose qui est perçu tout à coup comme un problème, qui est quoi? La morphine. Ce serait la deuxième substance dont on pourrait faire l'histoire, tout aussi passionnante que celle de l'alcool. Toutes ces histoires sont passionnantes d'ailleurs. Elle apparaît un peu plus tard, elle apparaît du fait des guerres de l'opium, donc on est là de nouveau dans une sorte de relation ambiguë Occident-Orient, les guerres de l'opium entre la Chine, la France et l'Angleterre, et l'importation massive d'opium, et donc aussi la morphinomanie telle qu'on l'a décrit à l'époque. Eh bien, vous voyez que les premiers artistes à s'intéresser à la morphinomanie décrivent ça comme une scène de bistrot, et là c'est le pharmacien qui vend, comme le barman vend des verres de vin ou de williamine ou d'abricotine, eh bien là, vous avez ah, madame, je suis de votre avis, il ne faut jamais trop de drogue. Cela fait 30 francs 50. Voilà, donc le gars qui encaisse derrière le comptoir une consommation. Donc vous voyez que le fait même qu'ils reprennent la même scène, la scène de bistrot transposée sur la scène de la pharmacie, et montre la prise de conscience et la prise en charge d'un phénomène comme celui de l'arrivée de la morphine sur les marchés occidentaux, à partir d'une consommation traditionnelle des opiums dans les sociétés traditionnelles chinoises, de même qu'on aurait pu dire la même chose à propos de la consommation de vin avant ce fameux 19e siècle. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que je dise qu'il n'y avait pas du tout d'alcoolisme avant, c'était simplement, il n'y avait pas ce terme, mais il y avait une autre vision du monde. Ici, on en est là, et vous voyez comme un modèle culturel imprègne aussi l'ensemble des substances. Ce sera le cas. Ici, j'ai passé très rapidement en revue pour la cocaïne, à peu près apparu en même temps, avec le fait, comme pour la morphine, d'un usage médical, ce qui complexifie beaucoup la chose, d'un usage médical qui n'est pas lié à ses propriétés psychoactives, mais plutôt à ses propriétés anesthésiques. Et ça complique beaucoup avec la morphine et la cocaïne. On sait que des illustres médecins ont été des très bons consommateurs de cocaïne. Sigmund Freud a commencé par lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il devenait un peu nerveux, et il a arrêté de lui-même, donc une cure personnelle. Enfin, il y a toute une histoire de ces différents produits, mais qui se modèlent exactement sur le modèle de l'alcool. On aurait pu imaginer une autre histoire, ou d'autres substances, ou d'autres façons de faire, auraient fait qu'on n'en soit pas là où on en est aujourd'hui, à savoir un modèle finalement médical, hein, je mets des guillemets, socio-médical, de la prise en compte de ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, des addictions. Je peux
peut pas passer à côté de ce phénomène qui est à la fois très récent et assez ancien, puis qui illustre une des gloires de l'histoire suisse des sciences, qui est Albert Hofmann, ce chimiste qui découvre en 1942 le LSD. Alors c'est une substance psychoactive, elle n'est pas a priori prise dans le champ des substances liées à l'addiction, quoique, en tout cas elle n'est pas reconnue pharmacologiquement comme suscitant une trop grande addiction. Toutefois, elle passe du licite à l'époque à l'illicite, en train de revenir aujourd'hui. Il y a des activistes qui sont à fond dans la réhabilitation du LSD. Et là aussi, il y a une histoire très intéressante. Voici le LSD, l'acide lysergique, la molécule qui a fait la fortune, en tout cas du nom de Albert Hofmann, qu'il faut dire que, comme consommateur éclairé, a quand même tenu jusqu'à 102 ans. Donc on pourrait, si on suivait son exemple, on aurait presque envie de faire comme lui. Et l'image, évidemment, qui, cette fois-ci, est une image plus récente. C'est peut-être une autre histoire, mais c'est quand même une histoire qui nous rapproche, à mon avis, du contemporain et qui est pas éloignée de celle de l'alcool, même si les dates sont différentes. C'est celle de la fascination occidentale pour d'autres types d'hallucinations. C'est plus les éléphants roses sur le mur, mais c'est le domaine de la créativité. Vous aurez d'ailleurs cet après-midi une conférence sur les bienfaits éventuels chez les artistes des substances psychoactives, dont tout à fait particulièrement en Europe, le LSD. Enfin, dans les pays occidentaux, en tout cas, le LSD. Et plus récemment aussi, alors là c'est pour une conclusion du côté des écrans, voilà ce qu'on trouve sur Facebook tout récemment. Au fond, le LSD est en train de devenir, je ne sais pas si du côté des personnes en charge des addictions en Valais, cette question commence à surgir, mais en tout cas elle surgit sur les écrans. Et voilà donc une sorte de nouvel militantisme pro-LSD, comme on a pu le voir pour la morphine qui guérissait tout, la cocaïne qu'on trouvait dans le coca à l'époque, et d'autres substances. Voilà aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre du contemporain, sur lequel l'histoire en tout cas nous permet de prendre un peu de distance avec cet effroi que pourrait susciter, ou ce ravissement que pourrait susciter cette nouvelle substance, qui n'en est pas une de nouvelle, qui est le LSD. Je terminerai ici par une petite métaphore sur rendre l'invisible visible. Rendre l'invisible visible, c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas dans les journaux spécialisés de médecine, c'est ça. C'est les neurosciences. Et alors j'ai pris, puisque les maladies de jeu et les maladies du hasard, il n'y a pas cette longue histoire. Enfin, il y a une longue histoire des jeux de hasard. Dostoïevski venait se ruiner à Saxon, donc on est bien placé en Valais pour le savoir. Mais la question de l'addiction aux jeux de hasard est un phénomène très récent. Il date d'il y a une trentaine d'années. J'ai eu l'occasion d'étudier d'assez près son histoire. Et effectivement, il y a un moment donné où, dans les classifications internationales, on décide, ça y est, c'est devenu une addiction. Jusque-là, c'était juste des gens qui étaient un peu fous ou chanceux, qui gagnaient ou qui perdaient. Mais personne n'aurait pensé, il y a 30 ans, dire c'est une addiction, puisque comme addiction, on a comme modèle l'alcool et ses dérivés. Or, maintenant, on commence à voir ça avec les jeux de hasard, et la meilleure preuve, c'est qu'on a trouvé où ça se trouve, puisqu'on peut espérer des neurosciences, nous disent ces médecins très enthousiastes, qu'il se trouve quelque part là-dedans. Vous voyez, peut-être il y a des différences lorsqu'on joue et on fait la comparaison. Vous voyez mal, mais c'est cocaïne, alcool, héroïne et d'autres substances, et jeux. Et on s'aperçoit que des zones similaires sont excitées dans le cerveau grâce, entre guillemets, je parle avec des guillemets grâce aux neurosciences, parce que pour moi, il faut mettre autant de guillemets à neurosciences qu'à addiction ou qu'à alcool. Et je termine ici ma conférence en vous remerciant de votre attention. Voilà, merci au professeur Barras pour cette conférence. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une première question. Je vous demanderai juste de lever la main et de vous présenter avant le repas. Ne soyez pas timide. Je vais poser moi la première question, parce que comme ça va vous... Vous nous dites... Donc, vous avez fait une projection vers le futur et vous avez parlé notamment de l'addiction au sucre. Où,
à l'alcool, bien sûr, mais aussi au sucre. Et c'est encore une addiction contre laquelle on ne lutte pas beaucoup, en Suisse en tout cas, hein. Or, c'est une addiction qui fait d'énormes ravages. Je crois que le professeur Bonvin va en parler cet après-midi, notamment chez les jeunes. On voyait très très peu d'enfants obèses, on en voit de plus en plus, et aussi en Suisse. Et la Suisse est très très mauvais élève, semble-t-il, dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait socialement qu'une addiction devient une addiction ? Quel est le mécanisme qui fait que ce qui semble normal devient tout à coup vu sous l'étiquette addiction? Une façon un peu circulaire de vous répondre, la réponse c'est santé publique. Le sucre n'est pas une question de santé publique tant qu'on en mange. En tout cas, moi, j'adore le sucre, j'en mange, j'adore les gâteaux. Voilà, mais j'ai intégré les messages de santé publique, comme quoi il faut faire attention. Voilà. Donc la santé publique, c'est quelque chose, mais qui est un feuilleté de ces différentes couches historiques accumulées, la morale, la religion, la politique, l'économie, qui fait que le sucre devient, à tel moment, et très souvent en lien avec des préoccupations économiques majeures, l'industrie sucrière et betteravière qui peut-être perd du terrain, ou les alcooliers de France qui vont voir le président Macron, ou voilà, des choses comme ça, qui sont un des éléments du système, et qui fait qu'à un moment donné, quelque chose se cristallise autour de cette question du sucre, qui est en particulier aussi liée à d'autres études épidémiologiques sur l'obésité. La question de l'obésité n'a jamais été une maladie, jusqu'à assez récemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux qui réclament paix au gros, quoi. La grossophobie, enfin, c'est pas donné. Ce que dit la santé publique avec ces injonctions, pour moi, c'est pas la vérité encore. Ça devient, effectivement, on transforme ça en addiction. Et une des clés pour transformer le sucre en quelque chose auquel il faudra faire attention, et sur lesquels on devra trouver des moyens d'agir, par l'État, par l'impôt, par la formation de professionnels, que sais-je, c'est de dire égale addiction. Avant, quand vous dites qu'est-ce qui fait qu'une addiction devient une addiction, alors avant, c'est pas encore une addiction, c'est un non-dit. Et qui sait ce que sera la prochaine addiction? C'est ça qui m'intéresse. Donc en fait, il faut que les pouvoirs politiques prennent en chasse, enfin prennent en jeu le problème. On le voit très bien dans ce que vous disiez à propos des psychotropes qui sont utilisés aujourd'hui, LSD, etc., notamment à Genève, au HUG, pour lutter contre la dépression, un peu partout, et qui était, je ne sais pas en Valais d'ailleurs, je ne sais pas, il y a aussi, on va poser la question en tout cas à M. Bonvin cet après-midi, et qui longtemps était, après avoir été distribué dans les années 60 dans des universités, hein, et qui ont été longtemps prohibés. Donc il faut que les pouvoirs politiques prennent en chasse, prennent en jeu ces addictions. Oui, je pense que c'est une des composantes du problème. C'est quand le pouvoir politique, quel qu'il soit, à quel niveau qu'il soit, s'inquiète d'un problème et le transforme en problème public, au fond. C'est ce que les sociologues travaillent beaucoup sur la transformation de quelque chose, que ce soit en problème public. Voilà. Alors, on a entendu ce matin le conseiller d'État Mathias Renard nous dire qu'il veut maintenant qu'il y ait véritablement une réflexion en Valais globale sur la politique des addictions. Donc, c'est à saluer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Pas de questions. Alors, j'en ai encore une. L'alcoolisme, puisqu'on est... tout le monde rigole quand on parle d'alcoolisme en Valais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'alcoolisme est pris comme une addiction dans la politique de santé publique, ou c'est encore un peu récréatif, toujours un peu avec un petit sourire? Quelle est votre analyse? Moi, je pense qu'il est entièrement pris dans la politique de l'addiction, mais avec la politique de l'addiction consiste justement à dire il y a des usages possibles ou pas, qui sont très variables. Si vous allez en Arabie Saoudite, enfin, j'y suis pas allé, mais d'après ce que je lis, c'est pas vraiment permis, ce qui n'empêche pas une consommation et des problèmes d'alcoolisme. J'ai lu des articles d'alcoologues qui parlent de ce problème dans les pays où l'alcool est proscrit, l'alcoolisme là où il n'y a pas d'alcool, c'est quand même, voilà, ça doit rendre le boulot vachement intéressant, soit dit en passant. Mais donc, l'alcoolisme, je pense qu'il est parfaitement pris, il est même le modèle des politiques de l'addiction, sinon que selon les pays, cela varie, un peu comme le tabac.
cela varie parce qu'effectivement, il y a des tas d'intérêts en jeu. Et des gens comme Flao, quand ils parlent de la libéralisation des substances psychoactives, ils veulent justement renverser ce qui n'existe pas ni pour l'alcool ni pour le tabac, mais qui existe pour l'héroïne ou pour d'autres produits, en disant, en déprivatisant, puisqu'au fond, l'héroïne, c'est dans un marché privé, qui est celui des cartels de la drogue et la cocaïne aussi. Si on déprivatisait ça, c'est une pensée assez radicale dans ce sens-là, eh bien, on en serait comme avec l'alcool et l'État se donnerait des moyens beaucoup plus nets pour... Donc, l'alcool, pour répondre à votre question, il est bien au centre de la politique de l'addiction. Politique publique d'addiction ne veut pas dire nécessairement interdiction ou contrôle, ça veut dire tracer une ligne de démarcation entre ce qui est cool au bistrot et ce qui devient désastreux dans l'espace domestique, par exemple. Encore, oui, madame, on va vous faire parvenir un micro. Alors du coup, c'est moi qui l'a... C'est bon. On va vous faire parvenir un micro, comme ça vous allez pouvoir poser votre question. Merci beaucoup. Allô ? Oui. Bonjour, merci. Ma question, c'était, étant donné que notre corps il est capable d'assimiler que les molécules dont il a les capteurs pour pouvoir les assimiler, et que dans le souci des addictions, c'est comme vous l'avez dit, c'est des molécules naturelles comme l'héroïne, le pavot, voilà tout ça. Est-ce que il y a une partie de la solution, ce serait pas dans réguler le taux de modification en fait des molécules que les gens sont autorisés à prendre, comme maintenant on essaye de voir en fait, au lieu d'interdire, voir les bienfaits du CBD dans le cannabis à cause parce qu'on a le système endocannabinoïdien et qui en fait serait très bénéfique pour nous. Puis du coup voilà, on développe maintenant ces thérapies à base de CBD avec un peu de THC dedans sous forme de gouttes. Est-ce que ce ne serait pas une partie de la solution, voilà, de contrôler en fait la modification de la molécule et que ce soit, disons, pas si fort? D'accord. Voilà. Oui. Vous avez bien compris la question. Oui, merci c'est madame. une très bonne question. J'ai très peu évoqué, sinon juste par des images efficaces, la pharmacologie là-dedans, qui est quand même une spécialité suisse. La preuve, on a inventé le LSD en Suisse, c'est quand même pas rien. Donc les molécules, c'est très important, et la couche pharmacologique, qui implique aussi des questions économiques d'ailleurs, est cruciale, mais je dirais que c'est pas une solution, c'est une. À l'Antiquité, là je vais vraiment remonter très loin, la drogue, en grec ancien, on dit pharmakon. Et drogue, ça veut dire qui guérit et qui est nuisible. Pharmakon. La pharmacie, vous allez vous droguer à la droguerie. On ne se gêne pas d'aller à la droguerie, on ne va pas acheter de la drogue, on va acheter des drogues. Donc il y a cette ambivalence. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir à quel point, effectivement, grâce, entre guillemets, aux neurosciences que je vous ai projetées, en particulier, on examine ces fameux réseaux de la récompense, du plaisir, avec toutes sortes de substances, pas seulement les cannabinoïdes, mais aussi, depuis déjà longtemps, les endorphines. On est bourré de morphine, nous dit-on, les pharmacologues. Donc il y a plein de gens qui, notamment les médecins, qui essayent d'utiliser les substances qui font du mal pour faire du bien. Et ça, c'est un grand classique, je dirais, de l'histoire de l'humanité occidentale. Encore une question? Alors, si ce n'est pas le cas, j'ai peut-être une question finale pour vous. Vous êtes donc historien et médecin. Vous avez évoqué l'alcoolisme, la lutte contre le tabac, le sucre. On sait qu'effectivement, on est en Suisse et il y a des lobbies à chaque fois qui fait qu'une pathologie est vue comme une addiction ou un peu moins. Est-ce que selon vous, comme médecin, il y a aujourd'hui une addiction qui est un petit peu laissée de côté et qu'il faudrait prendre sérieusement en cause dans les politiques publiques? Je dirais qu'il faut laisser ça aux vrais médecins qui s'occupent de ces questions de santé publique. Moi, je suis un médecin observateur de ma propre discipline, donc je ne voudrais pas m'avancer sur des diagnostics très précis. Je pense qu'Éric Bourvin, cet après-midi, aura une meilleure réponse. Moi, je pense que la surprise peut venir d'à peu près tout. Je ne sais pas si on n'est pas en train de développer, par exemple, une addiction au sport ou au match de hockey quand il s'agit de... obsession. Certains, mais sans blague, enfin, il y a... disons, en tout cas, je pense que la question...
ça répond pas directement à votre question. Je sais pas laquelle est sous-traitée, mais je pense qu'il y a l'attention des médecins, travailleurs sociaux, psychologues, psy en général, aux loisirs, aux médias, sans parler des médias électroniques, mais au comportement humain, est quelque chose qui me fait penser que je ne sais pas quelle catégorie de comportement va bientôt tomber dans l'escarcelle de l'addiction. Et on peut avoir des surprises. Quand on voit les statistiques sur les malades des jeunes, c'est assez. On se demande si c'est pas effectivement l'addiction du futur. Du futur, oui. Merci beaucoup, Vincent Barras. Merci pour votre attention. Et on se revoit donc tout à l'heure pour une autre conférence. Merci. Pour le repas, vous pouvez dès maintenant vous servir. Ça se passe dans le couloir, c'est ça, Christelle? Bon appétit! La reprise est à 13h30.